Je suis ravi de vous accueillir pour cette 4e session de petit déjeuner de l'IA par Syntec Numérique. L'idée des petits déjeuners, c'est de vulgariser, de partager, de faire des retours d'expérience sur différents sujets concernant l'IA. On a vu fin d'année dernière, on a commencé par étudier quelques cas d'usage. On avait fait un focus sur tout ce qui était compétences et emploi et la manière dont ça impactait justement les formations en matière d'IA. Mois de janvier, on avait fait une session sur toutes les choses auxquelles il faut penser quand on déploie un projet IA, notamment tout ce qui est gouvernance des données, etc. Sachez qu'en tant qu'inscrit à ces sessions, je vous ai également normalement inscrit dans un groupe sur notre plateforme de travail collaboratif qui s'appelle Ensemble. Et vous avez un groupe dédié Petit Déjeuner IA, donc normalement, si vous n'êtes pas encore inscrit, je le ferai une fois que cette session-là sera terminée. L'avantage pour vous, c'est que vous pourrez retrouver toutes les présentations des sessions précédentes. Soit je vous les envoie directement par mail, mais si vous ne voulez pas les stocker sur votre ordi ou rechercher dans les mails pour les retrouver, vous allez sur cette page du groupe de travail et vous pourrez les retrouver très facilement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, puisque c'est une technologie particulière de l'IA, savoir la voice tech. Alors moi, je vais être très attentif comme vous, parce que je ne connais pas grand-chose en voice tech. Heureusement, on a un expert du sujet, en la personne de Karel Bourgois. Donc Karel Bourgois, président de la société Voxis, et par ailleurs président de le Voice Lab, pardon. Voilà, avec Katia Lenné, qui est la coprésidente du comité Innovation Technologie de Syntec Numérique, qui est donc à l'origine de ces petits déjeuners IA, qui s'excuse puisque pour des contraintes personnelles, elle n'a pas pu être là ce matin, mais je sais qu'elle est là quand même de manière virtuelle. Je ne sais pas si elle nous voit, mais on retransmet ces petits déjeuners. C'est la première session, donc j'ai eu des petits soucis techniques ce matin, c'est normal, paraît-il. Mais voilà, on retransmet également sur le net, donc pareil, vous pourrez avoir le replay accessible. Je mettrai tous les liens dans l'espace de travail collaboratif. Alors, je ne vais pas être plus long que ça. Je remercie encore une fois Karel d'être parmi nous ce matin. Et puis, je lui laisse la main. Merci. Karel Bourgois, je suis, comme l'a expliqué, le cofondateur de cette société qui s'appelle Voxis. Aujourd'hui, Voxis, c'est une boîte qui fait des répondeurs intelligents. Donc, on remplace le répondeur téléphonique de votre téléphone par un répondeur qui a deux particularités. On peut personnaliser l'annonce d'accueil en fonction de la plan. Et pour ça, on utilise de la technologie de text-to-speech. Et on va transformer un texte que vous avez écrit en une annonce vocale. Et derrière, les messages que les gens laissent, on les retransforme en écrit. Donc cette fois-ci, c'est speech to text. On va prendre le message qui a été laissé, vous le retranscrire en texte, qui vous permet de le lire et sans avoir à écouter les messages. Donc pour ce faire, j'utilise pas mal de techno autour du vocal. Et ce qui m'a amené à la création du Voice Lab, parce qu'on a constaté que sur l'écosystème en France, on est un écosystème extrêmement fragmenté avec beaucoup d'acteurs, peu de visibilité, et donc ça fait partie des enjeux qu'on essaye d'adresser avec cette association. Donc parmi les membres de l'association, il y a donc Katia, qui malheureusement ne peut pas être là avec nous, mais qui nous a fait une petite vidéo pour vous donner un exemple concret de ce que ça peut vouloir dire. Alors. Better than simple words, I would like to have a live show with you and have a little conversation with the bot bank assistant, Julia. So we want to do something different for you today. So let me demonstrate it, my conversation with Julia. I'm calling her. I'm calling my bank. Do you hear it? Hi, I'm Julia, your bank's virtual assistant. How can I help you today? I would like to take an appointment with my bank. Nice hearing from you, Katya. Could you please tell me the 4-digit code to the concerned account? It's 2506. Perfect, Katya, you are amazing. 2506, that is correct. To confirm your identity. Could you tell me the first concert you attended? It was Depeche Mode. Oh yeah, Sites with Depeche Mode. I would have liked to attend this concert.
It must have been awesome. Anyway, to make an appointment, I will need to know what day and time would work best for you, Katya. I'd prefer tomorrow morning, please. Okay, tomorrow 10 o'clock is available. Do you prefer a meeting over the phone or in your usual agency? I'd prefer in my agency, please. Perfect. What topic do you want to discuss? Sorry, what will be the subject of this meeting, so that I can predict how much time you will need? I will talk about my mortgage. I booked the G12 meeting room for 1.5 hours to discuss this with James, your account manager. I will send you a reminder by SMS the day before your appointment, in case of any last-minute changes. Donc voilà, là on est sur un cas d'usage dans le bancaire, d'une prise de rendez-vous. Et là, ce qui est très différent par rapport au cas de prise de rendez-vous actuel, je dirais téléphonique, c'est qu'on est dans une conversation quasi naturelle entre l'agent et la personne. Alors, je vais refaire un petit retour en arrière sur le vocal, l'histoire du vocal. Donc pour beaucoup de personnes, finalement, ça commence avec Siri dans les années 2011. Siri, c'est une technologie qui a été en fait inventée dans les labos de Stanford, qui a un petit côté Frenchy, puisque parmi l'équipe, il y avait Luc Julia, qui est aujourd'hui le directeur de l'innovation chez Samsung, et qui fait partie de l'équipe qui a créé Siri, qui est la première finalement instance d'un assistant vocal qui a atteint un large public et qui a fait connaître ce type de technologie. Mais en fait, les choses ont commencé beaucoup plus tôt. Déjà dans les années 90, on avait une société qui s'appelle General Magic aux États-Unis, qui avait créé un agent qui s'appelait Serengeti ou Portico, suivant la façon dont il était nommé. Et alors c'est une équipe assez incroyable parce que parmi l'équipe qui a créé cet agent conversationnel dans les années 90, on retrouve des gens qui derrière ont été parmi les fondateurs de Twitter, parmi ceux qui ont fondé la partie intelligence artificielle de Google, enfin tout un tas de personnalités qui ont été très importantes après. Alors je vous fais une petite vidéo encore. On est dans les années 90. You know, Helga, fighting that evil organization, Rotten, is really starting to take a toll on the old bank. Ooh. Gotta be more careful where I put that phone. Must be the chief. I told Serengeti, my virtual assistant, to put his call through. Good morning, Jack. I've got the chief on the phone, and he says it's urgent. Should I put him through, or do you want me to take a message? Put him through. Chief, I'm in the middle of a massage, a Helga massage. Jack, it's a crisis situation. Meet Special Agent Maxie and me at the usual spot at 1300 hours. But Chief, Helga's booked for weeks in advance. Just be there. You have 3 new voicemails, 1 email, and 2 faxes. Shall I read them now? Yes, please. The first message is from your mother. Received today. Yes. Read me my email messages. You have email. Donc c'était un service qui à l'époque était fourni par un certain nombre d'opérateurs télécoms aux États-Unis, uniquement en B2B, et qui n'a pas atteint une masse critique qui fasse parler tellement du service. Il n'était pas forcément très reconnu aujourd'hui, mais en fait déjà dans ces années-là, on avait le cœur des personnes qui ont travaillé en fait sur toute cette partie intelligence artificielle autour de la voix. Mais en fait, déjà dans les années 94, donc un petit peu avant, on avait un autre assistant vocal qui est marrant parce que... Wildfire. Here I am. Là, on est sur un truc Call un peu moins interactif. Donna On est King. vraiment Dialing. loin du j'appuie sur un bouton. Hello, this is Donna. Hi, Donna. It's Jim Patterson calling. I'm at the train station picking up Ann Kelly as we speak. That's great news. What time do you think you'll be here? 1:30 as planned. Travel Airways is calling. Donna, do you mind holding on a minute? My travel agent's calling on the other line. Go Ce qui right est marrant, ahead. c'est que Wildfire. c'est une Travel boîte Airways américaine is qui a été calling. achetée par un I'll take it. opérateur télécom. Okay, I'll put the current call on hold. Je crois que c'était 200 millions de dollars. Cet opérateur, c'est Orange.
Donc voilà, Orange à l'époque, déjà, avait fait des choses dans le domaine ils ont tué 4 ans après, je crois, donc dans tout début des années 2000, ils ont éteint le service. Alors, en fait, si on remonte encore plus loin, dans les années, au 19e siècle, il y avait les premiers travaux finalement sur la notion de vocal. C'était une machine qui a été faite par Joseph Faber et qui utilisait de l'électromagnétisme, c'était le tout début à l'époque de ce type de technologie, pour faire vibrer des cordes, et on arrivait à émettre des sons qui ressemblaient à la voix humaine. Donc en fait, les travaux sur le vocal, c'est comme toujours l'innovation, c'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment, parce que depuis 3-4 ans, il y a des montées en puissance, mais tout ça n'a été rendu possible par des travaux qui datent finalement d'il y a très longtemps. C'est pas du tout quelque chose d'aussi récent qu'on pourrait le croire. Alors, en fait, on peut même penser qu'au XIIIe siècle, si on en croit certains manuscrits, il y avait eu, par un savant qui s'appelait Albert Magnus, la création d'un premier automate. En fait, le mot Android aurait été inventé à cette époque-là, et qui aurait été détruit parce que justement, il parlait trop. Voilà. On a des images de l'époque, donc c'est peut-être qu'il y a même eu des automates encore plus tôt. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que le marché de la voice tech, comme on dit maintenant? Ce qui est intéressant, donc, tout à l'heure, quand je disais qu'on a une évolution importante qui fait que tout d'un coup, on a l'impression que ça vient d'exister, c'est qu'en fait, on a une adaptation de tout ce qui est enceinte intelligente qui a été extrêmement rapide. C'est plus rapide que les téléphones portables, qui eux-mêmes étaient déjà plus rapides que la télé, étaient plus rapides que la radio ou que la donc en fait, aux États-Unis, en même pas 4 ans, on est arrivé à 50% des foyers américains qui sont équipés. Alors en France, c'est pas à la même vitesse, mais donc voilà, c'est ce qui a généré tout d'un coup cette j'allais dire cet engouement, mais pas forcément engouement, mais cette visibilité des services vocaux, c'est qu'on a eu, aux États-Unis en tout cas, un boom énorme. Et que donc on s'attend à ce qu'on atteigne des chiffres assez impressionnants, puisqu'on a dépassé les 3 milliards l'année dernière d'utilisateurs potentiellement d'assistants vocaux, et on s'attend à atteindre les 8 milliards au début des années 2020. Alors, comme je le disais, on a les États-Unis qui sont assez en avance, puisqu'on a, si on reprend la courbe d'innovation, les États-Unis sont plus de 50%, donc on est déjà dans des early majority, alors qu'on est plutôt sur des early adoption dans un certain nombre de pays. Alors là, vous ne voyez pas la France. Et pourquoi vous ne voyez pas la France? Non, on le verra sur un slide encore. Une autre chose qui est intéressante, c'est que moi je disais, les États-Unis, ils ont une croissance extraordinaire, mais d'autres pays qui sont arrivés plus tard ont une croissance encore plus rapide. Ce qui fait qu'on peut s'attendre à ce qu'au niveau mondial, il y ait vraiment une adoption extrêmement forte. Alors pourquoi en France, par contre, on en parle un petit peu moins et on le sent moins? C'est qu'en termes de disponibilité de services vocaux, on est très loin des autres pays. Alors ces chiffres datent un petit peu, c'est maintenant 1 an. Donc, on a augmenté, mais les autres aussi, ils ont augmenté, donc on est toujours les bons derniers. Donc la problématique en France, c'est que en termes de disponibilité de services, on a moins d'offres, donc forcément, comme il y a moins d'offres, la demande est moins forte, et donc on est un peu sur un processus qui fait que pour l'instant, le démarrage n'est pas aussi rapide qu'il a pu l'être dans d'autres pays. Mais il n'en reste pas moins qu'au niveau mondial, si on regarde en termes de business, les chiffres autour de tout ce qui est technologie vocale, on parle de croissance de plusieurs milliards de dollars au horizon début des années 2020. Alors là, on a quelques exemples. Donc, pour les assistants vocaux, on pense qu'il devrait y avoir une croissance de l'ordre de 25 milliards de dollars. Sur tout ce qui est la technologie elle-même de reconnaissance vocale, on est dans les alentours de 13 milliards. Après, il y a une chose qui est de plus en plus adoptée avec certaines limitations, qui est l'utilisation de la voix comme reconnaissance de la personne, l'identification de tout ce qui est biométrique, dans les plusieurs milliards aussi, et la mise à place d'assistants vocaux pour remplacer tout ce qui est centrale d'appel, vous appuyez sur 1, 2, 3, etc., qui devrait aussi démarrer pas mal.
Alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est de penser, là je vous ai donné un prisme qui était très centré sur la voice tech en tant que telle, sur je dirais, des boîtes comme les miennes, mais en fait l'impact des technologies vocales il est beaucoup plus large. Alors un truc qu'on voit par exemple aux États-Unis en ce moment, c'est qu'on a déjà plus de la moitié des personnes qui achètent une voiture, qui dans leur processus d'achat d'une voiture prennent en compte, y a-t-il un assistant vocal, lequel y a-t-il. Alors c'est pas encore forcément une considération majeure pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est pris en compte. Et donc ça a un impact sur beaucoup plus d'industries que simplement les industries je veux dire, très tech, très innovantes. On peut s'attendre à ce que ça soit quelque chose qui soit de plus en plus imbriqué dans la vie de tous les jours au sein du foyer. Donc on voit là un petit peu des répartitions d'utilisation de technologies vocales, que ça soit dans le salon avec tout ce qui est enceinte connectée. Bien sûr, les téléphones. Alors là, les téléphones, c'est aussi un truc un petit peu, c'est un peu un biais dans la communication des chiffres. Google va annoncer que leur assistant vocal est disponible sur des milliards de devices parce qu'effectivement, c'est installé, ça ne veut pas forcément dire qu'il est utilisé par des milliards de personnes. Donc, il faut prendre les choses un peu avec des pincettes. Mais voilà, en pratique, on a de plus en plus d'objets qui ont intégré ou qui intègrent déjà du vocal, qui se retrouvent dans le foyer et qui vont, plus on aura de services autour de ces usages, plus ça va s'intégrer dans le quotidien des foyers. Alors justement, quels sont un peu les cas d'usage qu'on peut avoir? Non, c'est bon. Il y a un petit décalage là-haut, c'est pas grave. Donc il y a tout ce qui est autour de la reconnaissance de la voix. Donc, ce que je parlais tout à l'heure, le speech to text, la transformation de la voix en texte. C'est une brique fondamentale parce que finalement, quand on veut essayer de faire quelque chose autour du vocal, il faut d'abord transformer la voix en texte, et puis derrière, en fait, tout le traitement qui va être la véritable intelligence au sens compréhension de ce qui a été dit, elle se fait à partir du texte. Ça ne se fait pas directement aujourd'hui autour de la voix. Bien qu'on commence à avoir, dans certains cas, des systèmes qui vont pouvoir essayer directement d'utiliser la voix sans repasser par du texte pour, à partir du son proprement parlé, essayer de comprendre quel est le besoin. Mais là, on est plus pour aujourd'hui, en tout cas, sur ce que j'appellerais du command and control, c'est-à-dire ouvre la porte et éventuellement, juste à partir du son, avoir l'action, mais pas vraiment avoir une conversation. L'autre élément important, c'est tout ce qui est autour de la synthèse vocale, ce qu'on appelle le text-to-speech, cette fois-ci. Donc, oui, si on a une conversation avec une machine, à partir du moment où on a pris la voix, on l'a transformé en texte, le texte, on l'a compris, on en a déduit le besoin, donc on exprime une réponse, et cette réponse, maintenant, il faut la vocaliser. Et donc ça, c'est des techniques qui ont pas mal évolué, puisque vous avez pu entendre un petit peu, dans les années 90, on avait des trucs quand même très robotiques. Si vous avez écouté la démo de Katia, le son n'était pas forcément idéal, mais déjà, on était sur des voix beaucoup plus proches de l'humain, avec un petit peu de rire, on commence à avoir de l'émotion, etc. En plus, on a des technologies autour de la synthèse vocale qui aujourd'hui permettent de créer des personnalités très proches de personnes existantes. Donc, on commence à voir des systèmes qui vont, je parle un peu, le système va apprendre ma voix et va pouvoir reproduire cette voix. Et après, on a tout ce qui est autour de l'empreinte vocale. Donc, il faut reconnaître le sexe de la personne, éventuellement à peu près son âge, ou identifier cette personne précise. Donc là, ça peut être intéressant parce que, par exemple, quand vous avez une conversation, vous devez savoir s'il faut accorder au féminin ou au masculin, donc vous avez besoin de savoir si la personne avec qui vous parlez, c'est un homme ou une femme. L'être humain, généralement, on se trompe parfois, hein, mais voilà, on a cette capacité un peu à identifier, juste au son de la voix, la personnalité en face, et donc il faut qu'on inclue ce type de capacité dans les usages d'assistants vocaux. Et après, on a tout un tas de choses autour de l'analyse d'émotions. Là, c'est pareil pour une conversation proche de celle que nous, on peut avoir entre deux êtres humains. Généralement, on est capable de rendre compte que la personne en face, elle est en colère, elle est contente, et il faut qu'on essaye, pour avoir des conversations qui soient efficaces, d'avoir ces mêmes types de capacités côté
assistants vocaux. Et sinon, c'est aussi utile dans des contextes d'analyse. Par exemple, on est sur un centre d'appel, on n'est pas sur un assistant vocal qui va interagir avec la personne, mais qui va en fait venir en support du téléconseiller et qui va pouvoir peut-être, à partir des émotions, se dire « Oh là, ça se déroule mal, il faut que j'alerte un superviseur, etc. » Donc, en termes de cas d'usage derrière ça, donc ce que je disais tout à l'heure, les assistants vocaux, donc aujourd'hui, parmi les plus connus, il y a celui d'Amazon, Echo, qui aujourd'hui est probablement l'acteur dominant. Derrière, pas loin, il y a Google, avec le Google Home et tous ces petits frères et sœurs. Il y a Apple qui a lancé le HomePod, qui pour l'instant n'est pas encore un grand succès. Il y avait Facebook qui avait créé le Portal. Pareil, pour l'instant, ce n'est pas non plus un succès au niveau mondial. Et puis, il y a des acteurs locaux. Donc, en Corée, on a Kakao, on a Nubu, qui est fait par l'opérateur local. On a des acteurs comme Clova au Japon. En France, on avait Snips, qui a été racheté récemment par Sonos. Donc, Sonos va intégrer un assistant vocal made in France. Et malgré tout, la question qui se pose pour l'industrie, c'est est-ce que, après avoir vu dans le mobile la naissance d'un duopole entre Apple et Google, on n'a pas quand même le risque de voir la même chose sur les assistants vocaux avec un duopole entre Google et Alexa. On en parlera un peu tout à l'heure, mais potentiellement, ça a pas mal d'impact pour relancer l'écosystème. Donc voilà, je disais les chiffres tout à l'heure, Amazon est extrêmement dominants, voilà, qui sont quand même par rapport aux acteurs derrière, sachant qu'il y a des acteurs extrêmement locaux et que Google, malgré tout, est encore un peu loin. Alors, d'autres cas d'usage, on a des usages sur les centres d'appel. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir automatiser la prise d'appel. Alors, on n'en est pas du tout à remplacer l'être humain par un robot qui fasse tout. C'est pas du tout ça qu'on est capable de faire. Mais aujourd'hui, on est capable de faire un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on entendait tout à l'heure dans le cas de Katia, par exemple, sur la prise de rendez-vous. Donc, en fait, à partir du moment où on a des scénarios relativement fermés, où ça ne demande pas une finesse importante du téléconseiller, ben on peut commencer à déléguer un certain nombre de ces scénarios à des assistants vocaux qui vont pouvoir les traiter et rendre comme ça les êtres humains plus disponibles. L'autre chose dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on peut venir en assistance, c'est facile, du téléconseiller. C'est-à-dire que pendant que la discussion a lieu, l'agent l'intelligence artificielle va comprendre ce qui est dit, va pouvoir identifier des éléments et puis créer des tableaux de bord qui fait que soit en temps réel, donc pendant que la personne est en train de répondre, soit le soir quand le centre d'appel essaie de faire la synthèse de sa journée, il va pouvoir identifier, bah, tiens, aujourd'hui on a un problème spécifique là-dessus qui est en train de monter, donc il y a peut-être un truc bizarre parce qu'on voit qu'il y a plein d'appels qui ont cette même thématique. On voit généralement la satisfaction globale des personnes qui ont appelé, etc. Et donc, on peut introduire des nouveaux outils de management de la qualité sur les centres d'appel. Et donc, voilà, ça c'est un exemple de Google. Leur idée, c'est effectivement d'avoir un agent virtuel qui puisse parfois traiter directement ou qui puisse venir en assistant de l'agent humain. Alors, dans le domaine du médical, il y a des choses qui sont très intéressantes pour aider un certain nombre de handicaps ou de maladies. Donc, on voit apparaître des machines qui vont pouvoir vocaliser pour une personne qui a perdu l'usage de la voix. Donc là, il y a deux éléments. Il y a le premier élément qui est déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vocalisation elle commence à devenir beaucoup plus humaine. Donc, si vous vous rappelez, certaines personnes qui avaient ces machines où on avait des voix extrêmement robotiques et pas forcément proches de l'être humain. Donc maintenant, on commence à avoir des choses beaucoup plus légères à porter et qui vont pouvoir vocaliser de façon plus proche de celle d'une personne normale. Et l'autre truc qui est aussi très intéressant, alors là, c'est plus pour des personnes qui ont une maladie, donc ils savent qu'ils vont perdre la voix. Ce que je disais tout à l'heure, comme maintenant on est capable de personnaliser la synthèse vocale, en fait, on va pouvoir
apprendre la voix de cette personne avant qu'il l'ait perdue. Et donc, le jour où, malheureusement, il doit utiliser un assistant pour s'exprimer, cet assistant va garder un certain nombre de caractéristiques de la voix. Alors, ce n'est pas encore 100% la même voix, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends ma propre voix, donc pas une voix synthétique, et que je la transforme, on arrive à la transformer de façon à ce que vous entendiez, je ne sais pas, Emmanuel Macron, et vous avez vraiment l'impression qu'il y a Emmanuel Macron dans la salle. Vous voyez mes lèvres bouger, en temps réel, vous entendez Emmanuel Macron. Après, si on prend une voix de synthèse et qu'on la transforme pour qu'elle ressemble à celle d'Emmanuel Macron, on a encore un peu de perdition, ce qui fait que ce type de solution n'est pas encore totalement parfaite, mais vous allez vous rendre compte et vous allez dire, bah, tiens, il y a Emmanuel Macron quand même qui est en train de parler. Donc voilà, pour des gens qui sont en train de perdre leur voix, ça leur permet quelque part de la garder un petit peu. On a des solutions pour les malentendants qui sont assez intéressantes. Donc aujourd'hui, parmi nos qui s'appelle Roger White, qui fait un système qui fait que pour une personne malentendante, il va pouvoir recevoir un appel. Et la personne qui parle de l'autre côté, ça va être retranscrit en texte, donc il va pouvoir lire le texte. Il peut, s'il est capable de parler donc pour une personne qui n'est pas sous les lunettes, il peut parler à l'autre personne, et s'il est muet, il peut éventuellement taper, et ça va être vocalisé pour que la personne de l'autre côté l'entende. Après, on a aussi des systèmes avec des vidéoconférenciers où on peut avoir un support. On n'est pas sur la technique vocale en l'occurrence, mais voilà, c'est des types de services qui peuvent être très utiles. D'autres services qu'on voit autour du vocal, la veille média. Donc parmi nos membres, on a une société qui s'appelle EDD, qui, dans les 5 minutes après que votre nom, le nom de votre marque, en tout cas qu'un certain nombre d'éléments qui sont en rapport avec votre société ont été cités sur une radio, une télé, quelque part en France, vous allez avoir une alerte. Parce que, en fait, ils écoutent tous les médias, ils retranscrivent tout ça, et ils vont identifier pour leurs clients, en temps réel ou quasiment, 5 minutes à peu près, s'il y a eu mention de la société. Alors l'authentification dont je parlais déjà tout à l'heure, la prise de notes, ça c'est un usage entre guillemets vieux au sens où ça fait assez longtemps que ça existe. On connaît surtout la solution de l'américain Nuance qui s'appelle Dragon Dictate. Vous avez peut-être connu il y a déjà une bonne dizaine d'années sur les PC avec un micro. L'usage n'est pas nouveau. La seule chose qui a varié, c'est que maintenant la qualité est meilleure et mieux en mieux. Et donc on a des usages dans le monde médical, dans pas mal de domaines où il y a des gens qui ont besoin de prendre des notes, mais vocalement. Les assistants vocaux en B2B, donc tout à l'heure on avait l'exemple du bancaire. Alors, moi par exemple sur Voxis, on a un agent de réservation pour la restauration. Donc là l'idée c'est pas vous appeler un restaurant. Moi je vous disais tout à l'heure, je suis sur le répondeur intelligent, donc j'ai un répondeur qui va prendre l'appel si le restaurateur ne répond pas. Et si c'est un client, il va pouvoir prendre la réservation. Donc là, on va aller chercher dans un calendrier pour savoir quels sont les horaires d'ouverture du restaurant, le nombre de plats, de tables déjà réservées, etc. Et si ce n'était pas quelqu'un qui appelle pour prendre une réservation, alors on prend juste le message, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur des assistants vocaux qui soient aujourd'hui capables de traiter tous les cas. Donc il faut à chaque fois arriver à trouver un cas d'usage relativement fermé. Et donc pour les cas plus ouverts, par exemple, on prend juste un message et après on laisse l'être humain de traiter ça. Donc tout ce qui est command and control, donc par exemple dans le domaine militaire, on voit des choses commencer à apparaître parce que par exemple les pilotes de chasse, ils ont je veux dire un problème, c'est pas un problème, mais ils ont un élément de charge mentale qui est très important, c'est donc ils doivent se concentrer sur un certain nombre d'actions qu'ils doivent être capables de faire dans la milliseconde, et des trucs qui demandent éventuellement trop d'efforts cognitifs, par exemple s'il y a un calcul à faire, etc. On est en train de leur mettre en place des assistants vocaux qui fait qu'ils peuvent déléguer des actions relativement simples, mais qui risquent d'utiliser trop leur charge mentale à des assistants. Alors là, c'est un autre exemple
d'un cas d'usage qui a fait Katia avec Qualys pour le GIE carte bancaire. Je souhaite commander une pizza chez CB. Bonjour, bienvenue chez Pizza chez CB. Que souhaites-tu commander? Je voudrais 2 margaritas. Bien noté. Votre panier contient 2 margaritas. Quelle boisson souhaitez-vous pour accompagner vos pizzas? Un coca. C'est bien enregistré. 2 margaritas et un Coca-Cola maintenant. Merci de bien vouloir énoncer votre adresse, le code postal et la ville pour la livraison. 28 rue Saint-Dominique, 75 007, Paris. Parfait. J'ai noté comme adresse 28 rue Saint-Dominique, 75 007 Paris. Est-ce correct? Oui. Pouvez-vous me donner votre prénom et votre numéro de téléphone? Louis, 06 87 56 63 68. Louis, quand souhaitez-vous être livré? Dès que possible. Le montant de votre commande est de 25 €. Pour confirmer votre commande, dites oui. Oui. Pizza chez CB vous remercie. Vous allez recevoir un SMS pour procéder au paiement par carte bancaire. On commence à voir même des technos pour prendre des paiements de façon sécurisée en local. Avec un assistant qui va pouvoir sécuriser toute cette partie-là, même s'il y a un être humain, de couper pendant la phase où la personne donne la carte bleue, ce qui fait prendre des achats sur les centres d'appel, vous pouvez enlever le risque de fraude. Donc, voilà un petit peu le panorama des technologies du vocal. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant du Voice Lab, pourquoi on a été créé et quels sont nos objectifs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, une des problématiques dans le domaine de la Voice Tech en France, et je dirais même en Europe en fait, c'est qu'on est une industrie extrêmement fragmentée, avec de nombreux acteurs de taille plutôt petite ou moyenne. Et que en face, comme je le montrais au départ, maintenant on commence à avoir des mastodontes, généralement américains, un petit peu chinois, même si pour l'instant ils sont pas forcément, ils sont pas venus en conquête des marchés européens. Donc on a voulu donner plus de visibilité aux acteurs français dans un premier temps que européens. Donc on a décidé de créer une place de marché où on va pouvoir mettre en visibilité pour les clients potentiels l'ensemble des acteurs et aussi essayer de donner des grilles de lecture sur les capacités de chacun de ces acteurs. Donc, tout à l'heure, je parlais d'assistants vocaux dans le domaine de l'hôtellerie, du bancaire, etc. Pour beaucoup de sociétés, quand vous entendez parler de la boîte X ou Y, vous savez par exemple qu'ils font des assistants vocaux et il y en a une autre qui font aussi des assistants vocaux. C'est quoi la différence? Et en fait, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour qu'un assistant marche, il faut qu'il soit assez finalement spécialisé. Et donc chacune des sociétés aujourd'hui a finalement un domaine de compétences par rapport à certains types de problématiques. Donc c'est d'essayer de donner cette visibilité pour que des clients potentiels s'y retrouvent. Un autre problème auquel on essaie de répondre, qui est assez conséquent dans le domaine du français, c'est que pour arriver à faire des technologies vocales de qualité, il faut beaucoup de données. On est sur l'intelligence artificielle. Et donc, il nous faut des données vocales en langue française. Donc aujourd'hui, pour vous donner des ordres de grandeur, en données ouvertes de langue française, on a à peu près 2000 heures, dont certaines datent des années 70 sur des enregistrements faits en porte-à-porte dans la région lyonnaise, donc avec des accents, du vocabulaire qui ne sont pas forcément totalement adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Baidu, un acteur chinois qui travaille dans le domaine, ils ont 100 000 heures.
2000, 100 000. Ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, un de nos objectifs, c'est de créer 100 000 heures en langue française. Et finalement, l'avantage de notre problématique, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Donc, les gros acteurs ont du mal à faire le français. Donc, Google, probablement, je dirais, parce qu'ils ont YouTube et ils doivent avoir d'autres données, et ils arrivent à faire du français d'assez bonne qualité, mais on a d'autres très gros acteurs comme Microsoft qui a lancé le français qu'il y a à peine un an, qui n'est pas forcément encore parfait, on va dire. Donc ils ont cette même problématique. Donc l'idée, c'est que si on arrive à mettre en commun nos moyens, avec de nombreux acteurs de taille petite, bon, on va peut-être réussir à avoir suffisamment de données pour qu'ensemble, on puisse être vraiment compétitif. Donc aujourd'hui, le Voice Lab, c'est un certain nombre de sociétés, on a une petite vingtaine de sociétés dans le domaine, mais c'est aussi pas mal de laboratoires de recherche, parce que cette problématique dont je parlais à l'instant, on la retrouve dans l'industrie et dans le milieu de la recherche. Donc pour beaucoup de labos qui sont des labos qui étaient très reconnus dans le domaine du vocal, ils ont une problématique aujourd'hui pour attirer des chercheurs, c'est que si vous êtes doctorant et que vous avez le choix entre aller dans un labo de recherche français ou chez un GAFA, il y en a un qui vous dit, voilà, moi j'ai 100 000 heures de données sur lesquelles tu vas pouvoir faire ta recherche, et l'autre qui dit, j'ai 1000 heures. Ce n'est pas les mêmes technologies avec lesquelles il va pouvoir travailler, ce n'est pas le même type de recherche, et donc le choix ne sera pas forcément en faveur du labo français. Donc ils sont aussi très intéressés par cette initiative. Donc tout à l'heure, je parlais de créer une place de marché. L'idée là, c'est d'avoir 3 niveaux en fait. Donc la base de données dont je parlais tout à l'heure, c'est de pouvoir réunir un maximum de données en langue française, qui peuvent être des données qui viennent de laboratoires, de recherche publique, mais aussi d'essayer de travailler avec un certain nombre d'acteurs industriels qui, de par leur métier, créent de la donnée vocale. Donc tout type de société qui a un centre d'appel, tout type de société qui travaille dans les médias, la radio, la télévision, etc. On a quand même beaucoup d'acteurs économiques en France qui créent de la voix de par leur métier, pas forcément au départ parce qu'ils veulent travailler dans le domaine de la reconnaissance vocale. Et donc on essaie de faire des partenariats avec ces différents acteurs pour pouvoir agréger toutes ces données, pour avoir une base de données qui va permettre de créer des services vocaux. Donc les services vocaux, il y a une couche, je dirais, assez technique, et tout ce qui est vraiment autour des moteurs, donc de reconnaissance, de synthèse. On va utiliser ces données vocales pour créer des briques métiers. Et derrière, tout en haut, il y a la partie la plus service qui va permettre à n'importe quel industriel de se dire, voilà, si je veux créer un assistant vocal dans le domaine de l'hôtellerie, eh bien, je sais que sur le Voice Lab, je vais pouvoir trouver un certain nombre d'acteurs. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on va travailler à standardiser toute la partie API, ce qui fait que vous pouvez vous connecter une fois sur la marketplace. Et si vous avez un projet, on va dire, dans le domaine du centre d'appel, vous pouvez travailler avec la société A qui est très bien pour ça. Mais si vous avez un autre projet qui est sur du back-office commercial, vous avez peut-être une autre société qui va pouvoir bien répondre, ce qui pose le problème aujourd'hui de se retrouver avec ce côté un peu fragmenté. Mais quand on va unifier les API, finalement, vous avez beaucoup moins de travail et ça sera plus facile d'accéder à ces différents services. Voilà, donc c'était un petit peu le panorama du vocal au niveau mondial et puis par rapport à l'écosystème français. Je suis heureux de répondre à toutes questions que vous pouvez avoir. Merci. Vous n'avez pas abordé du tout la partie, j'ai noté juste là, la partie traduction. Les applications de traduction, ça semble être un marché intéressant, en tout cas un usage intéressant. Totalement. On en est où là-dessus? Aujourd'hui, en fait, la traduction, elle est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure. On a la partie reconnaissance vocale, où je transforme de la voix en texte. Et après, je fais des choses sur le texte. Et puis, j'ai la partie synthèse vocale, où je vais réémettre. Voilà. Et donc, la partie traduction, aujourd'hui, elle se fait de texte à texte, elle n'est pas vraiment au niveau du vocal. Par contre, la problématique pour faire une conversation vocale avec de la traduction, donc on a un certain nombre de services aujourd'hui d'acteurs qui essayent de faire ça.
c'est qu'on se retrouve sur des problématiques de démultiplication de taux d'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la traduction voix vers texte, elle n'est pas parfaite. Vous avez un petit taux d'erreur. Et puis, la traduction texte d'une langue vers une autre, elle n'est pas parfaite non plus. Et cette démultiplication des taux d'erreur fait que, de mon point de vue personnel, je considère qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sur un truc complètement mature. C'est-à-dire que les services qui existent, ça reste quelque chose d'un petit peu... avec un taux d'erreur trop fort pour un usage vraiment professionnel. C'est des choses qui peuvent être, comment dirais-je, vous êtes en voyage, vous avez besoin de commander un truc, ça va vous aider éventuellement. Éventuellement, ça fera rire l'autre personne parce que ce qu'il va entendre ne correspond pas à ce que vous avez dit. C'est pas très grave. Après, un usage beaucoup plus industriel et professionnalisé, on n'en est pas encore là. Mais on s'en rapproche. Et il y a donc deux problématiques qu'il faut traiter. La première problématique, c'est dont je parlais, qui est d'avoir des taux d'erreur bien contrôlés pour arriver à ce que la traduction, la transcription plus la traduction ne demande pas, ne diminue pas la compréhensibilité de la syntaxe. Et après, on a les problèmes de temps réel, c'est-à-dire qu'il faut que ces différents morceaux soient faits suffisamment rapides pour que ce soit fluide. Donc, comme là, il faut d'abord transcrire, après traduire, après vocaliser. Et donc ça, on a fait pas mal de progrès. Maintenant, on commence à voir des choses, alors, même sans la traduction. Tout à l'heure, ce que vous entendiez quand Katia était en train de faire sa démo, il y a un petit temps de latence encore. Donc on travaille là-dessus et on fait pas mal de progrès. Mais on est sur des temps de latence maintenant qui sont raisonnables. C'est-à-dire, pour un être humain, vous ne dites pas bon, alors, voilà, il y a encore 2-3 ans, on avait des temps de latence qui faisaient vraiment que c'était un peu pénible. Et donc peut-être que le fait de ne pas passer par le texte réduira encore ces temps de latence? Alors, il y a des travaux de recherche, je crois que c'est Google qui a fait ça, entre autres, de faire d'une langue à l'autre sans passer effectivement par le texte, avec des moteurs, en fait, entre autres, Baidu, leur 100 000 heures, c'est pas qu'une seule langue, ils ont 3 langues, je crois, le français, le chinois, plus, je sais plus, et ils essaient d'avoir un moteur qui arrive à comprendre, quelle que soit la langue, et donc à éliminer la partie traduction. Alors, ça marche sur certaines langues, mais pas sur toutes les langues. Le problème d'inférence, et que ça dépend de la syntaxe linguistique. Nicolas Bailly-Pariveau, merci pour la présentation. Pour revenir sur les centres d'appel, j'ai l'impression que pendant longtemps, les centres d'appel ont mis en place des humains qui devaient essayer d'imiter des robots, en fait. Aujourd'hui, ça s'inverse un peu. Est-ce qu'on ne va pas buter sur le même problème? C'est qu'on reste sur quelque chose de très fermé. Comme vous l'avez dit, je pense que ce sera plutôt des humains qui seront, un opérateur qui sera aidé par un robot pour l'aider à mieux répondre, mais c'est l'humain qui parlera au client, qui fera l'interface. Mais je pense qu'en fait, on va voir les deux. On va avoir sur certains cas, par exemple, ce qu'on montrait tout à l'heure, une prise de rendez-vous, etc. Donc, en fait, si on reprend le schéma actuel d'un centre d'appel, souvent, c'est vous appelez. Vous avez la première phase d'IVR, qui est la vieille méthode, c'est appuyer sur 1 pour le service commercial, appuyer sur 2, machin. Alors après, la méthode d'après, on commence à avoir du vocal, on est sur les commandes contrôle, c'est dites commercial, commercial. Vous vous énervez jusqu'à qu'il ait compris ce que vous avez, à qui vous avez voulu parler. L'étape 3, c'est que maintenant, vous pouvez dire de quoi avez-vous besoin, et vous dire, ah voilà, j'aurais besoin de parler avec mon commercial. Et donc là, on est sur du langage naturel. Mais on est juste sur du routage, finalement. C'est essayer d'écouter la personne. Donc, soit on a compris le problème et on route vers la bonne personne, soit on n'a pas compris et on l'envoie sur un généraliste qui va prendre l'appel, soit on a compris et en plus, on sait que c'est un cas d'usage qu'on peut traiter de façon automatique. Et là, on va vous envoyer vers un agent conversationnel qui va... il n'y aura pas d'être humain d'intégrer dans la conversation. Et dans le cas où c'était parti sur un être humain, effectivement, peut-être que cet être humain lui-même sera assisté par un agent. Et donc, Wilmer de la société Mindset Consulting, en fait, j'avais une double question. Et vous avez beaucoup parlé, beaucoup de cas d'usage. En fait, aujourd'hui, en fait, l'explosion, elle s'est faite plutôt B2C, ouais. Pas B2B. Donc, ça, c'est la première question. Comment placer ce marché plutôt de B2B? Et ensuite, surtout le marché français. En fait, je pense qu'en France, on a beaucoup du mal à
à librement accepter ce genre de technologies, notamment les chatbots. Parce que les chatbots, c'est encore, ouais, c'est un assistant, mais encore une fois, c'est très voté, les cas d'échange, c'est très pertinent, et très cerné et très spécifique. Donc, quand on parle vraiment des aspects vocaux, où il y a un aspect de liberté, vraiment, on a l'impression d'être assisté par quelqu'un. Je pense qu'on a beaucoup de freins en France à accepter ça. Donc, cette dimension B2B, B2C et les freins, et quels sont les challenges en fait, que vous croyez et comment les vaincre, etc. Ah oui, si je peux me permettre, j'ai un internaute qui me pose une question qui est assez connexe, qui nous demande: les assistants vocaux ont pénétré la maison dans les pays anglo-saxons. Est-ce qu'on sait s'ils sont vraiment utilisés? Pour rebondir un peu sur le point que vous signez tout à l'heure, est-ce qu'ils ont trouvé leur vrai usage? Un peu la même question. Alors, ils sont vraiment utilisés dans les pays anglo-saxons. L'usage est croissant. Donc, tout à l'heure, je parlais en termes de pénétration, donc on est sur plus de 50% des foyers. Et après, en termes d'usage, alors j'ai pas les chiffres en tête honnêtement, mais oui, on arrive à plusieurs usages par jour, un truc comme ça. Et les cas d'usage, par contre, aujourd'hui, restent en B2C extrêmement, ce que moi j'appelle du command and control. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la domotique. Moi, personnellement, chez moi, si on fait un replay de mon assistant vocal, ça va être éteint, allume, pendant des heures, comme ça, avant de temps en temps entendre un truc du genre: quel temps fait-il à Paris? Enfin, pas à Paris, parce que Paris, je le vois, mais quel temps fait-il à New York? Si je vais à New York, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai un usage, par exemple, qui est très domotique, et c'est le cas, je crois, aux États-Unis beaucoup, et sur tout ce qui est musique. Donc, je joue Deezer, playlist truc dans le salon, etc. Ce sont probablement les deux usages dominants aux États-Unis à l'heure actuelle. Se développent de plus en plus les usages un peu plus comment dirais-je, fonctionnels, donc à la cuisine pour se faire lire une recette, du audiobook, des choses comme ça. Et sur le téléphone, aux États-Unis maintenant, et c'est assez, que ce soit en voiture ou même si vous l'avez à la main, les gens qui ont l'habitude maintenant, donc plutôt que de faire une action en allant chercher un menu ou une app, etc., qui vont dire Google, Siri, lance telle appli, fait telle chose. En France, il y a plusieurs freins. Donc, il y a un frein qui est peut-être effectivement un peu plus lié à notre culture, qui est autour des notions de confidentialité, de respect de la vie privée, parce que on est peut-être plus sensible que les Américains ou même les Anglais sur ce sujet. D'où le fait qu'avoir un acteur comme Snips, qui était une société française qui faisait un assistant, l'intelligence était dans la machine sans passer par un cloud, et donc on vous assurait que ce que vous dites ne sort jamais de chez vous, est assez intéressant. Donc on va voir si Sonos arrive à déployer ça de façon plus importante dans les foyers français. Le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'offres, donc en termes de développement de solutions, on en a beaucoup moins. Et donc ça, c'est compliqué à adresser. C'est pourquoi les développeurs français n'ont pas trouvé le même intérêt à développer des applications vocales que ça a pu être le cas aux US. Honnêtement, je n'ai pas une idée très claire là-dessus. Après, en termes de B2C versus B2B, donc en France, on a un usage B2C qui est croissant quand même, qui est conséquent, mais qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Et côté B2B, on commence à avoir de plus en plus de projets. Ce que je vois avec nos membres, c'est qu'on est encore beaucoup sur du proof of concept. Donc on fait des tests sur certains cas d'usage pour voir quels sont les endroits où il y a le plus de pertinence par rapport à nos différents clients. Ce qu'on voit en production aujourd'hui, ça va être plus du back-office sur le centre d'appel, par exemple, donc de l'analytique qui va vous permettre de voir un petit peu de quoi parlent les gens, etc. Donc, pas encore un truc qui est directement frontal avec le client. On commence à avoir ce que j'appellerais des IVR de deuxième génération, où on n'est plus sur appuyer sur un, on est plus sur
dites commercial 8 fois jusqu'à ce que vous en ayez marre parce qu'il n'a pas compris. On commence à avoir des trucs où vous avez une discussion un peu plus fluide, mais qui va être juste derrière un moyen de router un appel, pas forcément de le traiter. Ce que Katia a démontré tout à l'heure, ce n'est pas des choses qui sont encore vraiment en production, mais je pense que sur 2020, on va commencer à voir les premiers cas en problème. Geoffrey Lesoft, vous avez parlé tout à l'heure d'acquisition de données. Vous avez 2 milliards de données aujourd'hui. C'est des œuvres qui sont déjà labellisées. Et c'est quoi votre stratégie de labellisation pour arriver à 100 000 heures? Parce que c'est bien d'avoir la donnée, mais c'est pas labellisé. Oui, alors les 2000 heures, c'est des heures labellisées. Préciser ce que ça veut dire, des heures labellisées. Alors, en fait, si vous avez juste de la voix, vous n'êtes pas bien avancé. Déjà, il faut commencer à faire la retranscription à la main, la première fois, pour qu'elle soit parfaite. Et après, il faut la labelliser pour dire, voilà, cette voix, c'est une conversation téléphonique avec un être humain, 2 êtres humains, avec un homme, une femme, donc toutes les métadonnées que vous voulez introduire dans l'apprentissage derrière, ce qui fait que, par exemple, comme tout à l'heure je disais qu'on fait la reconnaissance de sexe, la reconnaissance d'âge, pour apprendre, pour que le moteur il sache reconnaître une voix d'enfant, une voix de femme, une voix d'homme, etc., il faut qu'au départ, il ait eu des données auxquelles on lui a déjà donné cette information. Donc sur les 100 000 heures qu'on veut créer, il y a un certain nombre d'heures qui seront des données pré-labellisées, parce qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui le font pour leur propre usage, donc l'idée là, c'est de le mettre en commun, parce que finalement, ils le font, mais ils n'arrivent pas à avoir une masse critique tout seuls. Et donc, s'ils le mettent avec des concurrents potentiels et qui vont les aider, l'idée, c'est que la concurrence, elle n'est pas entre nous. Oui, on est concurrents, mais le vrai concurrent, il n'est pas ici. Et donc, il y a un intérêt réel pour chacun d'entre nous de partager les choses qu'on a pu déjà faire. Et puis après, il y a des travaux donc, de labellisation à partir de zéro. Donc, si on travaille, je ne sais pas, avec une radio qui aujourd'hui ne fait pas de retranscription, parce qu'il y en a certains qui le font, ils peuvent nous envoyer un flux audio, et là, il va falloir que nous on fasse un travail de labellisation là-dessus. Ça fait partie des travaux qui sont prévus. Donc là, on est en train de travailler sur le financement de tout ça. C'est quand même un peu frustrant, sachant que la langue française, mine de rien, est une des langues les plus parlées dans le monde. Ouais. Alors, on a des discussions, donc là je parlais de financement, donc justement, comme il y a un intérêt stratégique, entre guillemets, pour la France, on a des discussions en ce moment avec la DGE, la Direction Générale des Entreprises, pour un financement via la BPI. On a aussi des discussions avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, avec la francophonie. Il y a pas mal d'acteurs pour qui l'enjeu est important. Après, ce n'est pas évident pour autant à faire tout ce monde-là. Une question, est-ce que vous avez développé des méthodes pour la conception des interfaces vocales? Non, Michelin BFD. Donc des méthodes qui permettent d'aider à la création de conversations. On fait des interfaces graphiques, on a beaucoup de méthodologies, on sait les diffuseurs, on a des standards qui datent depuis ça. Et on n'a pas la même chose. Alors, on n'a pas encore outillé de façon aussi complète. Il commence à y avoir un certain nombre de travaux sur effectivement la standardisation des interfaces. Alors, au Voslab, pas encore. Pour l'instant, on a déjà cette couche importante à mettre en place sur la partie données, la standardisation des API, et c'est plus à ce moment-là, une fois qu'on aura fait ces travaux, qu'on passera un peu sur la partie encore plus amont qui est plus au niveau service. Mais par contre, on a des choses qui sont en train d'être faites par une association sœur qui s'appelle l'Open Chatbot Alliance, je crois. Open Chatbot Alliance, je crois. Ah oui, il me semble que parfois je me trompe. Comment? Pas en France. Alors, dans ce cas-là, je me suis trompé. Moi, c'est les Français dont je parle. Ah oui. Je redemanderai, je vous mettrai ça via.
Donc là, c'est un certain nombre d'acteurs côté chatbot en France qui sont en train d'unifier finalement la façon d'interagir avec un chatbot. Parce qu'aujourd'hui, en fait, chaque fournisseur qui a une solution de création de chatbot a sa propre façon d'interagir. Et donc, on est en train d'essayer de trouver un modèle commun, de standardiser la chose. Vous pouvez nous donner le nom de la... Oui, Katia me précise que c'est l'Alliance Open Chatbot France. Ah ben voilà, j'étais pas loin. On est tous les mots. Alors, concernant VoiceLab, justement, j'ai un autre internaute qui nous demande qui peut adhérer au VoiceLab, comment et quels sont les avantages à rejoindre le VoiceLab. Alors, entre guillemets, tout le monde peut adhérer à partir du moment où ils partagent la vision de l'association. Donc aujourd'hui, on a 3 niveaux d'adhérents. On a des adhérents personnes physiques, on a des adhérents on appelle membres contributeurs, donc qui sont des gens qui vont contribuer à la création de la plateforme, soit parce qu'ils apportent des données, soit parce qu'ils apportent du temps homme pour construire la plateforme. Et puis après, on a des adhérents qu'on appelle bienfaiteurs, je crois, qui sont des gens qui sont intéressés par le sujet et qui vont éventuellement utiliser les services le jour venu. Donc l'adhésion pour ceux qui travaillent sur des technologies locales, ça vous permettrait d'accéder à la base de données et de pouvoir entraîner vos modèles. Par contre, vous avez certaines contraintes qui, si vous faites ça, il faut que vous puissiez aussi mettre en place, offrir vos services sur la marketplace pour qu'on ait un modèle qui permette de financer le travail qu'on fait en bas. On n'a pas trop évoqué les aspects de sécurité dans l'IoT, parce que finalement, il y a de l'IoT qui coûte derrière, on commence à avoir pas mal de sujets là-dessus. Je pense notamment au vol de données ou les RGPD. C'est quoi les stratégies qui sont mises en place Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi une des raisons d'être du VoiceLab, c'est d'avoir le rôle de tiers de confiance. Donc, en dehors de la problématique même purement sécuritaire, il y a une problématique, je dirais, d'enjeux commerciaux. Donc, peut-être d'ailleurs une des réponses à pourquoi ça ne décolle pas trop en France, c'est qu'on a certains acteurs industriels qui aujourd'hui n'ont pas la sensation que de construire des services sur des acteurs qui potentiellement peuvent être des concurrents soit une très bonne idée. Parce que on a vu dans le passé que certains de ces acteurs, ils vont construire votre service et puis ils vont apprendre, et puis le lendemain, ils vont construire un service qui est à peu près le même que vous avec leur propre marque, et ils vont utiliser ce qu'ils ont appris avec vous pour devenir votre concurrent. Donc ça peut être problématique. Donc un des intérêts du VoiceLab, c'est de jouer le rôle de tiers de confiance en disant aux clients de nos membres, bien, vos données, elles ne sont pas chez les membres, elles sont chez un tiers de confiance. En l'occurrence, l'infrastructure est hébergée par un TGIR, une très grande infrastructure de recherche, qui est donc une instance publique qui s'appelle Humanum. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, si vous êtes client chez Voxist le jour venu, bien moi, je n'ai pas vos données, en fait, elles seraient hébergées chez le tiers de confiance. Avec l'autre intérêt aussi par rapport aux problématiques de la fragmentation du marché français, c'est que en tant qu'industriel, on vous donne une certaine réassurance sur le fait que si l'acteur avec lequel vous avez fait un deal venait à disparaître, parce que sur certains grands groupes, c'est vrai qu'il est plus facile d'aller travailler avec un gros acteur américain où vous dites qu'il était là il y a 10 ans, il sera là dans 10 ans, qu'avec un acteur français qui n'était pas là il y a 3 ans. Et donc vous n'êtes pas sûr qu'ils seront encore là dans 3 ans. Et donc là, on vous dit, vos données, déjà, elles sont toujours là. Comme on a standardisé les API, si l'acteur avec lequel vous travaillez disparaît, vous avez probablement un autre acteur qui pourra venir prendre le relais sans vous ayez à tout refaire. Donc, on a aussi une sorte de sécurisation de la pérennité du projet. Et après, un travail sur lequel on est probablement... on a une réponse moins directe de par le VoiceLab, mais sur lequel certains acteurs commencent à apporter des réponses. C'est ce que les travaux qu'on fait entre autres SNICS, mais ils ne sont pas les seuls en France, sur la capacité à faire de la reconnaissance vocale
embarquées pour dire que bah, voilà, vos données, elles ne vont même pas chez le tiers de confiance, elles restent sur votre device et elles ne sont jamais chez nous, donc vous êtes plus sécurisés de cette façon. Après, on a la CNIL qui va sortir à la fin du mois, je crois, un certain nombre de recommandations justement sur RGDP et vocal. Je croise les doigts parce que j'ai un peu peur sur je crois qu'ils vont aller un peu loin, mais on verra. La problématique, par exemple, on a eu des discussions sur pour ce qui est des données d'apprentissage. Je parlais tout à l'heure d'utiliser de l'audiovisuel. Alors nous, on s'était dit on va utiliser des vieilles émissions télé qui sont du domaine du public. Mais la dernière fois que j'ai eu une discussion avec la CNIL, leur position, c'est que les personnes qui avaient participé à ces émissions n'avaient pas donné leur accord à l'époque sur l'utilisation de leur voix dans le domaine de la reconnaissance. Et il faut qu'on demande aux ayants droit les droits, je ne sais pas exactement. Enfin, pour l'instant, on a décidé de ne pas suivre cette piste-là. Mais voilà, donc la France, on est plutôt à la pointe. Je pense qu'ils étaient encore au début de leur réflexion. On va voir, ils vont sortir un papier officiel sur la chose. Je crois à la fin du mois. J'ai une question sur les cas d'usage. Est-ce que vous avez des travaux qui sont réalisés pour les malvoyants, spécifiquement? Alors, pas à ma connaissance. Mais j'avoue que dernièrement, justement, j'avais une personne malvoyante qui m'avait contacté parce qu'il se posait des questions sur l'utilisation de Voxist. Mais j'avais pas trop. Autant les malentendants, je vois assez bien les cas d'usage, mais autant sur les malvoyants, j'ai pas encore. Ça peut être un excellent support pour eux, justement. C'est la vocalisation. Oui. L'usage de la voix, il fallait vraiment sur du texte. Notamment le paiement par carte bleue qui peut se faire par la voix, c'est toute la chaîne. Oui, l'interaction peut se faire complètement. Et c'est pour ça que. Honnêtement, moi, j'ai personnellement pas travaillé sur le sujet et je n'ai pas l'impression, en tout cas, je n'identifie pas un acteur spécifique dans le domaine à l'heure actuelle. On avait quelques éditeurs comme ça qui vocalisaient des pages internet, voilà. comme ça, qui permettaient de piloter justement une navigation sur internet à travers la voix. Je vais pas essayer de retrouver le nom de la boîte, mais c'est vrai que j'en ai vu plusieurs il y a quelques années qui étaient partis dans ce domaine-là, mais je n'ai pas jamais vu. Je ne sais pas si ça a marché trop. Peut-être qu'ils étaient un peu trop tôt, qu'on n'avait pas fait suffisamment de maturité sur le sujet, je ne sais pas. J'ai une question. Est-ce que la voix peut être considérée comme une donnée biométrique de sécurisation, de reconnaissance d'une personne? Donc, ça peut être utilisé en termes d'identification, mais pas en termes d'authentification. Je ne sais jamais. Donc, c'est pas suffisamment sécurisé pour des accès bancaires. Par contre, ça peut me permettre de savoir que c'est vous qui êtes en train de parler. Par contre, si j'ai besoin de vous donner accès à un truc confidentiel, il va falloir que je passe à un niveau dessus. Aujourd'hui, les systèmes de synthèse de certains de nos membres déjouent les outils de la police scientifique. Donc, on est capable de faire des false positifs ou les outils utilisés aujourd'hui, ce qui pose un vrai problème, parce que on voit la semaine dernière, je ne sais plus dans quel procès, où c'est des enregistrements qui ont permis qui ont eu un effet important, en tout cas, dans la décision de culpabilité. Je ne sais plus quelle était l'affaire en question. C'était une jeune femme qui a été assassinée et quand elle a appelé au secours, elle a appelé, ils en avaient la voix du ravisseur sur son appel à la gendarmerie. Et c'est effectivement l'enregistrement qui a conduit à la condamnation. Alors, dans un cas comme ça, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, puisque c'est elle qui a appelé, c'est pas le but. Mais en fonction des circonstances, maintenant, ça va devenir difficile d'accepter certains enregistrements où la personne qui vous apporte l'enregistrement, si
si vous n'avez pas la moyen d'être sûr qu'il n'a pas fabriqué, l'enregistrement lui-même ne permettra pas de le savoir. Parce qu'on est capable de faire des choses qui passent les moteurs de détection. Alors là encore, c'est mon point de vue personnel. Il y a certains qui vous diront qu'ils ont des technos qui permettent de le faire. C'est peut-être vrai cette semaine. Le problème, c'est que la semaine d'après, ils seront toujours. Il y a un petit jeu de challenge sur la vie, mais aujourd'hui, ça reste pas forcément le meilleur usage de la technologie. Par contre, ouais, c'est génial pour. Je décroche, je vous entends et je ne sais pas comment vous appelez. Sylvie Lebert. Bonjour Sylvie, merci d'avoir appelé. Voilà, parce que j'ai reconnu votre voix et je vous donne cette impression qu'il y a une relation particulière, etc. Mais après, si vous voulez accéder à votre compte bancaire, je vais peut-être passer à ce qu'on voyait tout à l'heure d'ailleurs. Katia, il y a eu 2 niveaux d'authentification où il a demandé des codes aussi. Merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Juste simplement pour vous préciser, déjà remercier Karen, notre intervenant, pour son brillant exposé et d'avoir répondu à toutes vos questions. On a encore un peu de temps en local pour échanger entre nous, networker, profitez-en. Simplement donc vous dire que tout ça, ça sera mis en ligne sur le groupe et puis peut-être également accessible en replay. On voit comment est-ce qu'on peut gérer ça. Prochaine date, c'est toujours pareil, les 2e vendredis du mois. Donc le prochain vendredi, c'est un vendredi 13. On croise les doigts. Je dis ça parce qu'en septembre et en décembre, ça ne nous a pas porté chance. On a dû annuler des sessions. Donc là, vendredi 13, thème assez intéressant sur les femmes et l'IA. Comment est-ce qu'on peut lutter contre les biais, notamment ceux liés au genre. Alors, on sera délocalisé, on ne sera pas ici à Syntec Numérique, on sera chez un de nos adhérents, pas très loin, rue de Rome, en l'occurrence chez Google, avec un plateau d'intervenants, pareil, féminin, pour essayer de parler justement quelle est la place quelles sont les places de la femme dans l'IA, tout au niveau justement de la reconnaissance, de l'éducation des IA. Donc les données qu'elles ne soient pas biaisées par avoir uniquement toujours le même type de profil qui les crée, qui les traite, et puis voir aussi quels sont les axes qui peuvent nous aider à mixer et à rendre un peu plus féminin les métiers de la tech en général et liés à l'IA en particulier, parce que c'est une vraie problématique. Les autres sessions donc d'avril, il n'y en aura pas en mai, pour des raisons de pont, puisque le 1er 8 mai, ça tombe un vendredi, donc on va éviter. Donc avril, juin et puis juillet, les thèmes ne sont pas encore tout à fait définis, donc là, vous pouvez aussi avoir la main, c'est-à-dire si vous voulez aborder un aspect spécifique de tout ce qui touche à l'IA, s'il y a des questions particulières qui vous taraudent, n'hésitez pas à me les remonter, et puis moi, du coup, comme ça, j'essaierai de monter le petit déjeuner sur le thème dédié. Un grand merci en tout cas pour votre participation. Merci aussi à ceux qui étaient là à distance. Et puis donc, à dans un mois. Merci.